Parfait, merci beaucoup. Alors, rebonjour tout le monde. Donc, bienvenue à cette deuxième présentation dans le cadre de ce premier avant-midi qui est consacré aux enjeux et aux opportunités de la stratégie nationale de production de bois. Nous allons poursuivre. Donc, on a eu une conférence des représentants du MFFP qui nous ont présenté la stratégie nationale de production de bois avec ses grands axes. Et maintenant, on va aller parler d'intensification de la récolte de biomasse forestière et des défis d'intégration en aménagement forestier durable. Donc, cette présentation vous sera donnée par Madame Claudie Maude Canuel. Alors, Claudie Maude, elle est ingénieure forestière, elle est également étudiante au doctorat en sciences forestières à l'Université Laval et elle travaille également au CERFO comme chercheur. Et Claudie Maud poursuit donc des travaux qui concernent l'intégration de la sylviculture à la récolte de biomasse forestière. Alors, je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser en utilisant le bouton de discussion interactive dans la plateforme Swapcard, bien sélectionner la section questions et vos questions me seront donc transmises et je pourrai les poser à Claudie Maud à la fin de sa présentation. Donc, Claudie, je te rappelle qu'on a jusqu'à 10h30 incluant la période de questions. Donc, à peu près une dizaine de minutes là, avant la fin de ta présentation. Si tu n'as pas encore terminé, je te ferai signe pour qu'on puisse conclure et avoir le temps de répondre à quelques questions. Donc, sans plus attendre, Claudie Maud, la parole est à toi. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Nelson, pour cette présentation de moi-même. Donc, je suis très heureuse d'avoir été invitée pour être ici avec vous aujourd'hui. Comme le disait Nelson, moi, je vais parler en fait d'une des mesures qui peut être prise en fait pour mettre en application la stratégie nationale de production de bois, c'est-à-dire l'intensification de la récolte et la biomasse forestière. Et on va parler un peu plus là, des défis et des opportunités là, que ça représente dans un contexte d'aménagement forestier durable. Je pense que ça va faire une belle transition avec les questions qui ont été posées là, justement dans la présentation précédente. Donc, je vais changer ma diapositive ici. Donc, simplement pour vous faire un petit peu là, une tête sur la suite de la présentation. Donc, on va commencer par faire une courte mise en contexte là, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Quand on parle de biomasse forestière, ça peut être interprété de différentes façons. Des fois, on entend bois sans preneur, bois mal aimé, bois non désiré. Il y a beaucoup de termes associés à ça. Donc, je vais vous dire, moi, qu'est-ce que j'entends par biomasse forestière. Puis ensuite de ça, comme je disais, on va passer en revue quelques opportunités. Ce n'est pas une liste exhaustive d'opportunités et de défis. C'est vraiment ce que moi, j'ai soulevé dans le cadre de mes connaissances. Puis, c'est sûr, on va aborder aussi les défis en lien avec tout ça. J'ai abordé ça là, plus d'une façon organique pour que ça ait plus l'air un peu d'une discussion et non pas d'une présentation super formelle. Donc, je vais tenir un discours assez continu. Donc, actuellement, comme il a été dit tout à l'heure, il y a beaucoup de bois disponibles, donc qui fait partie, en fait, de la possibilité forestière, donc qui pourrait être récolté sans surexploiter la ressource, bien sûr, mais qui n'est toujours pas récolté ni valorisé en forêt. Pourquoi ça? En fait, d'abord, c'est en raison aussi des possibilités de transformation. Donc, présentement, surtout depuis les années 2000, là, où est-ce qu'il y a eu le déclin de l'industrie des pâtes et papiers, eh bien, ça fait en sorte que notre industrie est devenue plus sélective sur ses critères de qualité du bois, en termes de grosseur de bois, en termes de forme, en termes de dégradation. Donc, ce qui fait en sorte que tout le bois qui ne correspond pas à ces critères de qualité-là, et ça varie en fonction des régions, évidemment, eh bien, ça n'est pas transformé, ça n'est pas utilisé en ce moment dans nos industries pour être valorisé sous forme de produits. Il y a une étudiante qui s'appelle Claude Durocher qui était à la maîtrise il y a quelques années, qui est maintenant professionnelle de recherche à l'Université Laval. Dans le cadre de sa maîtrise, elle avait quantifié cette ressource-là, puis elle disait là, que pour les années 2013 à 2018, c'est environ 55 du bois disponible qui était récolté seulement, ce qui laissait un bon 45 là, sur les sites forestiers. Donc, c'est ça qu'on parle là, quand on dit intensité de récolte, c'est d'aller récolter plus de ces bois disponibles. Une autre raison pourquoi il y a autant de bois disponibles, c'est aussi que nos coûts d'approvisionnement dans les forêts canadiennes en particulier sont généralement assez élevés si on se compare à l'échelle internationale. Nos distances de transport sont élevées, ce qui fait que ce qui rajoute en fait une complexité pour assurer la rentabilité de nos travaux, de notre approvisionnement aussi, là. Donc, dans un contexte d'aller récolter de la biomasse forestière, ça peut être une contrainte aussi, là, les coûts d'approvisionnement.
Sinon, on a aussi beaucoup de perturbations naturelles. C'est aussi appelé à être plus sévère, plus fréquent aussi avec les changements climatiques. On parle d'épidémies d'insectes comme la tondeuse des bourgeons d'épinette. On parle de feux de forêt. Tout ça, c'est des bois qui deviennent affectés et dont la qualité de la fibre là, devient plus dégradée là, en raison de ces perturbations-là. Donc, tous ces bois-là, en fait, qui sont dégradés, pas assez gros, font partie des bois disponibles. Ça peut être sous forme de résidus de coupe. Donc, quand je dis on va en forêt, lorsqu'on va couper du bois, bien, on ne ramasse pas tout. Là, on va ramasser simplement les parties qui conviennent à l'industrie. Donc, le reste va être laissé sous forme de résidus forestiers. Sinon, si on parle en termes de perturbations, c'est même des bois au complet là, que, en raison de la dégradation, ne correspondront plus aux critères de qualité de nos industries conventionnelles. Ou parfois, ça peut être même des branches, des sections d'arbres fourchues, par exemple. Donc, c'est ça, c'est des arbres ou des sections d'arbres. C'est pour vous illustrer de quoi je parle lorsque je parle de biomasse forestière. Donc, ici, je parlais des résidus de coupe. Ça, c'est une coupe qui a eu lieu, en fait, en Gaspésie, que je suis allée visiter cet été. Donc, vous pouvez voir, il y a beaucoup de matières ligneuses laissées au sol. Il y a aussi des bois affectés par les feux de forêt. Donc, les tiges étaient très petites ici. Malheureusement, malgré la récupération, ça, c'est une forêt qui n'a pas pu être récoltée suite aux feux de forêt. Puis, on voit ici à droite, là, qu'est-ce qui peut rester, par exemple. C'était un cas de tordeuse et bourgeons de l'épinette, donc de forêt affectée là, sur la Côte-Nord à Port-Cartier. Comme on peut voir, on a récolté une partie des arbres, mais il reste encore des parties d'arbres là, qui n'ont pas pu être récoltées en raison des critères de qualité. Donc, pourquoi je vous parle d'intensification de la récolte aujourd'hui de biomasse forestière? En fait, je pense que c'est vraiment un outil en lien avec la stratégie nationale de production de bois, un outil de mise en application là, de la stratégie. D'abord, ça vient toucher à l'axe numéro 1, justement en voulant diversifier les possibilités de transformation du bois. Ça vient aussi toucher à l'axe numéro 2, la valorisation du bois déjà disponible, donc du bois qui fait partie de la possibilité forestière qui n'est présentement pas récolté. Puis, ça vient toucher à l'axe numéro 4, la contribution du secteur forestier aux objectifs d'atténuation des changements climatiques. Donc, tout ça, ça a été soulevé tout à l'heure. On va voir plus en revue qu'est-ce que ça veut dire. Donc, d'abord, intensifier la récolte puis aller récolter la biomasse forestière, comme je disais, c'est une opportunité pour diversifier les options de transformation du bois et valoriser plus notre ressource. Pourquoi? Eh bien, la biomasse forestière, c'est une ressource qui est polyvalente. C'est une ressource aussi qui peut être utilisée dans des filières qui ont des critères de qualité qui seraient complémentaires aux industries du bois conventionnelles. Par exemple, des exemples de filières, en fait, on a parlé des bioénergies tout à l'heure, là, on avait le cas des granules, mais il existe une panoplie de bioénergie qui peut utiliser justement la biomasse forestière. Donc, la biomasse forestière peut être utilisée pour faire l'énergie sous forme liquide, solide et gazeuse. Sous forme solide, bien sûr, on pense aux granules, on pense aux copeaux de bois pour le chauffage, par exemple. Sous forme liquide, on peut penser au gaz naturel renouvelable, sous forme gazeuse. Et sous forme liquide, on peut penser, par exemple, au biodiesel qui pourrait remplacer les carburants fossiles, entre autres. Donc, c'est vraiment une opportunité pour développer des filières là, qui vont être complémentaires à nos industries conventionnelles, un peu plus comme le sciage et les pâtes de papier. C'est aussi une opportunité pour venir récupérer du bois qui est enclavé présentement dans des forêts qui sont plutôt dégradées, donc qui ont une grande proportion de bois là, qui ne correspond pas aux critères de qualité de nos industries. Donc, une forêt, ce n'est pas uniforme. À travers une forêt, il y a différents types de bois. Donc, développer d'autres marchés, diversifier nos options de transformation de bois est une opportunité là, pour aller justement chercher le beau bois, si je peux dire, qui est enclavé dans des forêts qui sont généralement là, de qualité plutôt moyenne selon nos critères actuels, comme par exemple les forêts affectées par les perturbations naturelles. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une opportunité pour lutter contre les changements climatiques, en fait, pour contribuer là, à l'atténuation du changement climatique par le secteur forestier. Pourquoi? C'est que le bois, je pense que je vous apprendrai rien, là, mais c'est une ressource à faible empreinte carbone. C'est-à-dire que lorsque les arbres croissent, eh bien, ils viennent, avec la photosynthèse, ils viennent séquestrer du gaz carbonique de l'atmosphère. Et puis, au fur et à mesure que les arbres grandissent, eh bien, ils viennent stocker ce carbone-là, en fait, sous forme de biomasse, de plus en plus qu'ils croient. Donc, ils viennent augmenter et contribuer au stock de carbone en forêt, puis, ultimement aussi, ce carbone-là devient stocké dans les sols forestiers suite à la décomposition, par exemple, par rapport en matière organique au sol. L'utilisation
de la biomasse forestière pour faire des produits de substitution, c'est-à-dire qui pourraient remplacer des produits à plus forte empreinte carbone, comme l'acier, le béton dans l'industrie du bâtiment, par exemple, ou comme les énergies fossiles, justement, dans le domaine des énergies. Eh bien, c'est un moyen qui est reconnu à l'échelle internationale, qui est reconnu par le GIEC, justement pour venir éviter l'utilisation de ressources à plus forte empreinte carbone. Par contre, ce qu'il faut comprendre dans toute cette histoire-là, c'est qu'on ne peut pas dire bon, la biomasse forestière, c'est carboneutre. Moi, j'ai envie de vous amener à nuancer peut-être cette réflexion-là. Puis, grâce à ce schéma-là, j'espère en fait mieux illustrer mon propos. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la capacité de séquestration de carbone et donc de contribuer à la lutte au changement climatique par le secteur forestier, c'est une histoire complète. Donc, il faut voir qu'est-ce qui se passe en forêt et il faut voir aussi qu'est-ce qu'on fait avec nos bois récoltés. Et l'aspect temporel, elle est super importante dans toute cette logique-là, si je peux dire, dans tout ce concept-là. Parce que comme vous voyez ici, mon schéma illustre les stocks de carbone en forêt. Et puis ici, c'est comme une ligne du temps là, suite à l'aménagement forestier. Et dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que plus qu'on va faire des produits à longue durée de vie, plus que ça va contribuer justement à stocker le carbone par le secteur forestier et plus qu'on va faire des produits qui ont une bonne valeur de substitution pour les produits à plus forte empreinte carbone et plus aussi on va avoir un gain là, au niveau justement du carbone et de notre participation là, à la lutte au changement climatique. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans tout le processus de récolte et l'intensification de la récolte, ce qui va être important, c'est d'assurer une remise en production qui va être rapide, une bonne productivité de nos forêts, ce qui va contribuer là, à venir justement refaire nos stocks de carbone suite à la récolte de bois, à venir refaire nos stocks de carbone le plus rapidement possible pour lutter contre les changements climatiques et avoir l'effet désiré là, de nos forêts à être un puits de carbone, donc venir séquestrer du carbone. Donc, ça m'amène à vous dire qu'il faut vraiment prendre tout ça comme une histoire complète. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on récolte, on vient faire une perturbation dans nos forêts. Comme on pouvait voir ici, là, on venait diminuer, par exemple, nos stocks de carbone pour les amener vers les produits du bois. Eh bien, ici, on vient faire une perturbation, donc en utilisant du bois, ce qui fait en sorte que ça peut avoir un effet pour le retour au complet des forêts. Donc, en venant récolter du bois, en venant faire cette perturbation-là, ça va aussi affecter qu'est-ce qui va être laissé sur les sites forestiers et donc tout le legs. Comment est-ce que la forêt va se régénérer? Est-ce qu'elle va bien se régénérer naturellement ou est-ce qu'il va falloir faire des interventions, par exemple, pour la remise en production des sites? Parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, on favorise la régénération naturelle, mais lorsqu'elle est insuffisante, c'est là qu'il va falloir intervenir, débourser de l'argent, débourser du temps, amener de la machinerie pour faire des interventions là, de remise en production, soit de la préparation de terrain ou de la plantation. Donc, en récoltant plus, en intensifiant la récolte de bois, en utilisant plus le bois, en fait, on vient affecter directement les résidus forestiers. Ça peut affecter nos sites forestiers. Donc, c'est quoi les effets des résidus sur les sites forestiers? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les résidus vont faire une sorte de barrière physique sur les sites forestiers, ce qui va influencer la lumière qui va pouvoir pénétrer jusqu'au sol. Ça a aussi des effets sur la température au sol. Ça diminue généralement les fluctuations intenses de température au sol, ce qui peut être notamment bénéfique là, en cas de sécheresse, comme on est appelé à voir aussi avec les changements climatiques, là, parce que les températures vont être plus tempérées là, au sol. Ça peut aussi influencer le régime hydrique. En fait, les débris vont faire une barrière qui peuvent intercepter les précipitations, mais qui peuvent aussi limiter ou réguler plutôt l'évaporation de l'eau à partir du sol. Donc, ça, c'est pas une liste exhaustive, comme je disais tout à l'heure, ce sont des exemples d'effets qu'il peut y avoir sur les sites forestiers et ces effets-là sur le microclimat, en fait, là, à la surface du sol, eh bien, ça peut venir influencer la végétation concurrente, mais aussi la régénération désirée, donc le retour des peuplements forestiers. Une certaine quantité de débris peut être favorable, par exemple, pour limiter l'installation de la végétation concurrente. Justement, avec le couvert de débris, on régule un peu plus l'apport en lumière au sol et ça peut limiter en fait l'installation d'autres espèces là, de végétation concurrente qui ont vraiment besoin de lumière, par exemple.
Et donc, ça peut être favorable à ce niveau-là, par exemple, pour notre régénération désirée, puisqu'on diminuerait à ce moment-là la compétition. Un apport en débris au sol est aussi essentiel là, pour assurer la productivité des sites. Là, il ne faut pas paniquer avec ça. Il faut dire qu'en Amérique du Nord, même lorsqu'on va récolter du bois, on laisse une grande quantité de débris au sol, surtout dans des processus où est-ce qu'on laisse les branches et le feuillage au sol, là, comme avec des abatteuses multifonctionnelles et en bois tronçonné, par exemple. Mais c'est important de mentionner que l'apport en débris, en résidus forestiers est quand même essentiel là, pour assurer un apport en nutriments au sol. On parle, par exemple, de phosphate, de cations basiques, en termes de cations basiques aussi. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réponses vont varier d'un site à l'autre. Les effets ne seront pas les mêmes d'un site à l'autre et ça va dépendre beaucoup de l'intensité de récolte. On parle souvent que les sites peuvent avoir même un gradient de sensibilité là, à la récolte plus ou moins intensive de bois. Comme par exemple, il y avait une étude qui a été sortie, là, que c'était Evelyne Tifo, ma directrice de recherche, qui l'avait faite. Puis, elle avait ressorti que les sites, notamment dans les sites sensibles, là, on pouvait retrouver des sites qui étaient déjà pauvres à texture grossière, par exemple. Donc, c'est ça. La réponse n'est pas universelle, puis elle va changer d'un site à l'autre, et il y a possibilité de voir ça un peu comme un gradient de sensibilité. Par contre, trop de débris, c'est comme pas assez. Donc, autant qu'il y a une certaine quantité de débris au sol, c'est nécessaire, il faut en garder. Par contre, c'est aussi un enjeu sylvicole dans plusieurs régions. Dans plusieurs régions, eh bien, l'abondance de bois sans possibilité de transformation fait en sorte que ça crée des amoncellements de débris au sol qui vont nuire à la régénération et donc à la remise en production des sites. En apportant des débris au sol, en fait, ça peut justement écraser la régénération préétablie, ça peut l'empêcher de bien pousser. Puis, d'un autre côté, lorsque la régénération n'est pas suffisante, il faut faire des opérations de reboisement. Mais lorsqu'il y a trop de débris au sol, on a de la difficulté. On peut pas faire, en fait, ces opérations-là. Donc, à ce moment-là, il faut faire des interventions. Ici, c'est un exemple de mise en andin qui se fait dans certaines régions où est-ce qu'on vient entasser les débris pour les mettre, si je peux dire, plus dans un tas, là, pour les tasser, pour vraiment permettre les travaux de reboisement d'avoir lieu. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est des superficies qui vont être moins productives dans les années qui vont suivre la mise en andin, en raison que, bon, il faut que les débris aient le temps de se décomposer avant que ça soit remis en production là, comme on le voudrait, avec les critères de qualité que l'industrie, que c'est favorable en fait pour l'industrie. Donc, si on reprend notre schéma de tout à l'heure, il faut vraiment regarder dans le cycle au complet. Comme je disais, la récolte peut justement affecter le bois résiduel au sol. Par contre, si on regarde un peu plus du point de vue sylviculture et économie, justement, l'intensité de récolte, eh bien, ça peut aussi être un outil sylvicole lorsqu'on considère justement que quand régulant en fait l'intensité de récolte, donc le bois qui va sortir des forêts, c'est aussi une façon de gérer le bois résiduel sur les sites forestiers. Donc, on se dit, si on développe une nouvelle filière pour utiliser ces bois-là qui sont présentement des résidus forestiers, il y aurait peut-être possibilité de diminuer ces résidus-là et de diminuer aussi les besoins d'intervenir en forêt pour la remise en production des sites. Donc, de faire en quelque sorte deux opérations dans une seule. À ce moment-là, on pourrait engendrer des économies et ces économies-là seraient imputables à la filière, par exemple, de bioénergie, donc les nouvelles filières, et pourraient contribuer à sa rentabilité. C'est un peu ça l'idée de tout ça. Par contre, c'est quoi les effets réels de ça? Donc là, on a des études tranquillement. Là, moi, je travaille là-dessus aussi dans le cadre de ma thèse. On est en train de documenter concrètement sur les terrains. Est-ce qu'on aurait vraiment des économies à faire au niveau de la préparation de terrain en considérant l'intensité de récolte comme une façon de gérer aussi nos résidus forestiers? Donc, il y a mon collègue Daniel Gouge, en fait, qui a fait cette étude-là dans le cadre, dans le contexte, en fait, des forêts affectées par des épidémies de tordeuses et bourgeons d'épinette sur la Côte-Nord. Puis, dans le cadre de son étude, il a documenté, en fait, qu'effectivement, en récoltant la biomasse forestière, on pourrait augmenter l'abondance, la régénération désirée d'environ 15 %. Lorsqu'il n'y a pas de régénération, aller récolter de la biomasse forestière pourrait diminuer l'apport en débris au sol de sorte à favoriser la plantation directe d'arbres sans devoir tasser les débris d'environ 14 % également. Tout ça, en fait, ça se résumait en fait en des économies moyennes là, qui l'estimaient à 282 $ en économie là, pour les travaux sylvicoles en termes
préparation des sites et de reboisement. Il y avait Mathieu Belland aussi, un autre étudiant qui était sous la direction d'Evelyne Tifo, que lui faisait de la modélisation et avait estimé justement ces économies-là là, à environ 163 $ à l'hectare qu'on pouvait aller chercher là, en économie pour la préparation de terrain. Dans le cadre de mes travaux, moi, je suis dans le cadre de forêts non perturbées par les perturbations naturelles et ça dépend vraiment. Selon mes travaux, c'est pas publié encore, c'est en préparation, mais ça dépend vraiment de l'intensité de récolte, mais aussi des sites qu'on a. Donc, dans le cadre de mes travaux, il y a des sites pour lesquels, bon, je voyais pas nécessairement d'économie à faire d'aller récolter certaines sources de biomasse, mais dans d'autres sites, lorsque la récolte de biomasse était assez intense, on était capable d'aller faire des économies moyennes d'environ, que j'estimais là, environ 605 $ à l'hectare. Donc, il peut y avoir des économies à faire. Ça dépend des sites, ça dépend de l'intensité de récolte. Par contre, l'idée, c'est que si on est capable de faire des économies et en les quantifiant, eh bien, une idée qui avait été soulevée, c'est que cet argent-là, qui fait partie du budget pour les travaux sylvicoles, pourrait être redistribué pour de l'aide, par exemple, à la mobilisation des bois. Récolter la biomasse forestière, intensifier la récolte, c'est aussi une opportunité pour favoriser le développement de chaînes d'approvisionnement performantes. D'abord, là, je vous parlais des économies pouvant potentiellement être faites là, pour la remise en production des sites, mais il faut penser aussi que ça peut bénéficier à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement parce qu'on irait récolter en fait plus de bois sur une même superficie coupée. De toute façon, on irait couper pour les autres industries conventionnelles. Donc, si on ajoute un produit supplémentaire, il y a possibilité d'aller distribuer en fait des coûts d'approvisionnement sur un plus grand volume de bois récolté, mais aussi sur plusieurs acteurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, il y aurait la possibilité de venir distribuer les coûts fixes sur un plus grand volume de bois récolté. Quand je parle de coûts fixes, je parle de coûts de construction de chemin, je parle de coûts aussi pour faire des camps forestiers, mais aussi les entretenir. Donc, ça, c'est des coûts que de toute façon auraient dû être faits, mais si on rajoute un acteur, eh bien, il y a possibilité d'aller justement distribuer là, ces coûts-là sur un plus grand volume de bois récolté. Ce qui est intéressant aussi pour l'État, en fait, c'est que d'habitude, lorsqu'on va récolter en forêt, eh bien, il faut payer la ressource qu'on va récolter en forêt. Actuellement, les bois qui ne sont pas récoltés, eh bien, l'industrie ne va pas nécessairement payer pour ces bois-là. Il y a des ententes pour pouvoir les laisser sur les sites forestiers, puisque, justement, il n'y a pas de possibilité de transformation. Si ces bois-là, à la place de les laisser comme résidus, donc qui ne rapportent rien à l'État ni à l'industrie, on est capable de les valoriser par le développement de nouvelles filières, bien, ça pourrait aussi être de l'argent. Donc, en payant, on appelle ça des redevances. Donc, cette industrie-là pourrait aussi payer sa part à l'État pour aller récolter le bois en forêt. Donc, ça, c'est des idées. C'est des choses qui se discutent actuellement. Est-ce que, bon, toutes les régions gèrent ça différemment, mais je voulais quand même lancer l'idée pour vous montrer c'est quoi les opportunités justement en lien avec la récolte de ces bois-là, de la biomasse forestière. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on rajoute un produit du bois complémentaire, en fait, on rajoute un produit du bois dans l'équation, eh bien, ça peut aussi ajouter une complexité opérationnelle et logistique. Quand je parle d'une complexité opérationnelle, je viens ici là, au niveau de la récolte, par exemple, là, les opérateurs, eh bien, ils vont devoir penser à un autre produit du bois, ils vont devoir le façonner, ils vont devoir manipuler cette partie de bois-là qui, d'habitude, était laissée sur les sites forestiers. Ça fait partie d'une complexité opérationnelle. De plus, ça dépend aussi, est-ce qu'on a besoin d'amener un broyeur en forêt? Est-ce qu'on doit déplacer d'autres machineries? Ça, c'est une autre complexité, mais plus à l'échelle logistique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va vraiment venir ajouter un joueur en parallèle à ce qui se fait actuellement, mais pourtant, on vient s'approvisionner sur les mêmes sites forestiers. Donc là, à ce niveau-là, ça ajoute une complexité simplement parce qu'il faut s'entendre sur les prix du bois, il faut négocier, en fait, bon, qui va transporter quoi? Est-ce qu'il faut laisser la biomasse en forêt, par exemple, pour qu'elle ait le temps de plus sécher, de diminuer son taux d'humidité? Donc, c'est tous des aspects logistiques qu'il va falloir réfléchir. En plus, une autre complexité, c'est que les revenus potentiels associés aux filières émergentes sont encore peu connus. On a un peu plus de données là, pour l'industrie des granules, mais si on pense par exemple aux bioénergies modernes, il y a encore beaucoup d'incertitudes à savoir, bon, combien que ça va valoir, c'est quoi les coûts de transformation, c'est quoi les revenus qu'on peut en tirer, quel type de marché aussi. Donc, étant donné que ces données-là sont peu connues, c'est difficile d'estimer
la rentabilité là, associée avec la mobilisation des résidus forestiers pour en faire des produits à valeur ajoutée. Par contre, un des exemples, il y a déjà eu des analyses financières qui ont été faites, notamment celle de Belland et Col en 2020. C'est une étude qui a été faite par Mathieu Belland sous la direction d'Evelyne Tifo, qui suggérait qu'au moins 40% du bois récolté devrait servir à l'industrie du sciage pour assurer la rentabilité des opérations. Et ça, c'était dans un contexte de forêt affectée par la tordeuse et bourgeons de l'épinette, mais aussi dans un contexte où est-ce que les résidus forestiers serviraient à faire des granules pour être transportés là, en Europe par la suite, donc pour le marché européen. Donc, on en est rendu avec ça. Là, je vous ai dit plein de choses, mais présentement, la complexité, bon, on en est rendu où? C'est vraiment qu'il y a encore peu de données sur la disponibilité de la matière première. Donc, dans nos forêts, tout dépendant, bon, les forêts de perturbation versus les forêts non perturbées, on a différents types de forêts aussi au Québec. Donc, quel volume de biomasse on est capable d'aller récolter avec les équipements qu'on a présentement. Aussi, on a peu de données sur les coûts associés à la mobilisation de la biomasse forestière. Donc, on connaît peu les taux de récolte qu'on pourrait faire. C'est difficile d'estimer tous les coûts associés à ça également. On a peu de données aussi sur les critères de qualité pour les bioénergies modernes. Donc, par exemple, pour faire du biodiesel, est-ce que ça va être toutes les essences qui vont être favorables, qui vont avoir les critères en termes de caractéristiques physiques et chimiques pour faire, par exemple, du biodiesel? Est-ce que la pureté de la biomasse, qu'est-ce qu'elle doit être pour les différents types de produits? Donc ça, c'est des questions aussi qu'il va falloir raffiner. Il va falloir raffiner les critères pour que l'approvisionnement puisse suivre puis se planifier aussi en conséquence. Il faut dire aussi que les réponses écologiques en lien avec l'intensité de récolte sont encore à documenter. On a de la documentation, mais il faut comprendre que dans les forêts canadiennes, surtout les forêts naturelles, il y a une grande diversité. Comme je disais, les réponses ne sont vraiment pas pareilles partout en fonction aussi de l'intensité de récolte. Donc, il y a un besoin aussi de documenter, là, ça va être quoi les effets pour établir des critères de durabilité qui vont pouvoir persister dans le temps et qui vont s'assurer que la récolte plus intensive de bois atteigne bien ses objectifs en termes d'atténuation des changements climatiques, mais aussi en termes de rentabilité et en termes justement de productivité des sites forestiers. C'est pour ça notamment que je suis ici aujourd'hui et que je continue mes études dans ce sujet-là. Donc, un des premiers critères pour rendre ça opérationnel, pour la mise en application en fait de l'intensité de récolte et de récolter la biomasse forestière, c'est de savoir c'est quelle source de biomasse, puis c'est sous quelle forme qu'il faut aller récolter cette biomasse-là. Donc, c'est pour vous montrer, là, à gauche, on a de la biomasse qui a été récoltée sous forme de cimentière. Cette source de biomasse-là, eh bien, vous pouvez voir, là, il y a peut-être un petit peu de terre parce qu'il a fallu traîner, par exemple, les cimes en bordure de chemin, un peu de feuillage, par exemple. Donc, c'est une source de biomasse qui risque d'avoir peut-être un petit peu plus d'impureté. Mais par contre, c'est une forme de biomasse qui fait en sorte que la récolte est plus intensive et qu'il reste aussi moins de résidus forestiers sur les sites forestiers. Tandis qu'à droite, c'est une autre sorte de biomasse qu'on a été récoltée. On a été récolté, en fait, la biomasse sous forme de tronçons d'arbres, donc qui peut se transporter de façon conventionnelle là, sur les vannes qu'on connaît, qu'on croise sur l'autoroute avec essieu. Donc, côté logistique, c'est un autre produit du bois, mais transporté quand même selon les façons qu'on connaît, qu'on fait déjà conventionnellement là, dans nos forêts. Cette source de biomasse-là, en fait en sorte que bon, toutes les branches, même des cimes, sont laissées sur les sites forestiers. On a vraiment été prendre là, juste les petites tiges, en fait, qui étaient trop petites pour nos industries conventionnelles, donc qui ne répondaient pas aux critères de transformation, en fait, des industries du sciage à cet endroit-là, mais tout de même qui était de la matière qui pouvait être utilisée là, pour faire de la bioénergie, notamment. Donc, selon les sources de biomasse forestière, ça va changer aussi la logistique. Par exemple, à gauche, il a fallu amener un broyeur en forêt pour le broyer puis transporter la biomasse forestière, alors qu'à droite, comme je disais tout à l'heure, c'était pas nécessairement plus compliqué là, que ce qu'on faisait d'habitude avec les vannes avec essieu. Par contre, quelle source de biomasse et sous quelle forme? Ce qu'on sait actuellement, selon les guides aussi de récolte durable de biomasse forestière, c'est quoi les meilleures pratiques qui sont soulevées actuellement? C'est que la récolte de biomasse aurait les meilleurs bénéfices ou, si je peux dire, les meilleures chances, en fait, d'atteindre ces objectifs à la fois d'atténuation des changements climatiques, mais de rentabilité aussi.
lorsqu'elle est réalisée en complémentarité à l'approvisionnement pour les autres produits du bois, donc avec les produits du sciage, des pâtes et papiers aussi, lorsqu'elle est intégrée au sein des stratégies sylvicoles, donc qui comprend à la fois la récolte, mais la remise en production des sites dans une stratégie plutôt complète, et lorsqu'elle est réalisée dans le respect des critères d'aménagement forestier durable, comme je disais tout à l'heure. Enfin, ce qu'il faut retenir, donc, c'est que l'intensification de la récolte, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est un outil qui peut être polyvalent. Par contre, pour le mettre en place, il y a la nécessité d'établir des critères de durabilité, des critères opérationnels, mais aussi la nécessité d'outiller, en fait, les personnes qui vont mettre en application ces pratiques-là, donc les opérateurs, les aménagistes, par exemple, puis la nécessité de suivre les effets réels à plus long terme afin de s'assurer justement de toujours avoir les meilleures pratiques et surtout dans un contexte de changement climatique où est-ce que la réalité d'aujourd'hui risque d'être différente de celle de demain. Donc, il faut vraiment faire preuve d'esprit d'équipe entre la transformation et l'approvisionnement du bois également. Donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Claudie, et bravo pour cette présentation. Donc, encore une fois, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions sur la plateforme Swapcard et certaines de ces questions-là me seront envoyées ici afin que je puisse les poser à Claudie. On n'aura probablement pas le temps de répondre à toutes les questions, mais Claudie sera aussi une participante au panel qui suivra la série de conférences, donc à 11h30. Alors, Claudie, il y a une question ici de Flavie Ferré ou Ferrer, je m'excuse si je prononce mal le nom, et qui, en fait, qui est en lien avec une question que j'avais moi-même notée. Donc, tu fais référence à la nécessité que les opérations de récolte de biomasse forestière s'inscrivent vraiment dans une optique d'aménagement forestier durable. Tu as noté à quelques endroits là, qu'il est nécessaire de se doter de critères de durabilité. Et ici, la question fait référence au fait que les perturbations naturelles, dont les feux, les épidémies d'insectes, sont généralement vues comme étant positives pour la biodiversité. Qu'est-ce qu'on connaît de l'effet de la récolte de biomasse forestière sur ces critères de biodiversité? Et si on n'a pas l'information dans nos contextes à nous, qu'est-ce que la littérature scientifique là, que tu consultes et que tu as consulté, qui est produite ailleurs, nous apprend à ce sujet-là? Oui, bien merci. En fait, c'est une excellente question. Puis, effectivement, je n'ai pas abordé les questions de biodiversité dans ma présentation, puisque, bon, j'aurais pu m'étaler encore plus. Je pense que c'était déjà assez long comme ça. Mais concernant la biodiversité, en fait, oui, effectivement, laisser des legs biologiques, c'est reconnu comme étant essentiel justement pour les critères de durabilité. Là. Les autres pays aussi se dotent de critères là, pour réglementer, si je peux dire, là, le bois qui va être laissé aussi. Donc, quand que je parle de bois laissé aussi, c'est de voir, bon, combien d'arbres, par exemple, de chicots à valeur faunique est-ce qu'on va laisser sur les sites forestiers? Quel niveau de rétention de débris, peut-être en termes de quantité, de spatialisation aussi. La spatialisation des débris, c'est important aussi. Donc, moi, quand je parle, c'est quoi l'effet de l'intensité de récolte là-dessus? Ça dépend en fait de qu'est-ce qu'on va faire, quelle sorte d'intensification qu'on va faire, moi je pense. Là. Donc, façon aussi de s'assurer de garder des legs biologiques, justement, par exemple, pour, je pense aux gros chicots, là, pour avoir des oiseaux là, donc, qui ont besoin de cavités, par exemple. Je pense aussi à la microfaune, aux insectes qui sont essentiels. Là. Donc voilà, donc il y a la nécessité de garder ces legs-là parce que le bois mort, en fait, c'est essentiel pour plusieurs espèces animales et d'insectes et même toute la microfaune, en fait. Là. Je ne sais pas si ça répond quand même. Merci. Ben oui, tu l'as noté à quelques reprises, c'est un sujet complexe et comme tu l'as dit plusieurs fois, dans le fond, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend des écosystèmes. Est-ce que tu peux peut-être discuter là, comment tes travaux ou ceux dont tu as connaissance qui ont cours dans nos écosystèmes au Québec vont permettre de répondre à ces questions-là éventuellement? Est-ce qu'il y en a des travaux à ta connaissance qui s'intéressent à ça?
Oui, il y a des travaux qui s'intéressent à ça. J'ai en tête là, une méta-analyse qui a été faite justement en Amérique du Nord, qui avait documenté en fonction des différents types de débris et tout ça, la fréquence en fait de fréquentation justement de différentes espèces d'oiseaux, de mammifères et tout ça. Donc, c'est des travaux qui se font. Je sais aussi qu'il y a d'autres étudiants aussi qui étudient, par exemple, les insectes xylophages, là, donc la fréquence d'insectes xylophages dans les forêts. Mes travaux, moi, ce qu'ils vont permettre de faire, c'est vraiment de venir mieux quantifier la quantité de bois qu'on sort, qu'est-ce qu'on est capable de laisser sur les sites forestiers de façon opérationnelle. Donc, avec nos équipements forestiers, en termes normaux, moi, j'ai fait différentes intensités de récolte là, dans mes dispositifs expérimentaux, ce qui fait en sorte que on va pouvoir documenter là, en fonction de nos équipements de récolte, qu'est-ce qui est laissé dans un cas extrême là, sur les sites forestiers et voir, voici le niveau de récolte qu'on peut faire habituellement. Est-ce que ça correspond aussi aux critères pour la biodiversité, là? Donc, ça va être vraiment de mettre des chiffres là-dessus qui va être intéressant. OK, merci. Il y a une autre question. Celle-là, c'est assez intéressant. Ici, on fait vraiment référence à cette notion de cycle de vie très complète. Là, très complet quand tu présentais tes schémas où tu intègres plusieurs des étapes là, associées à l'aménagement forestier. Ici, il y a Mélanie Farran qui va même plus loin et qui nous demande la production de granules de bois issus de la biomasse forestière semble plutôt destinée au marché européen. Alors, à ton point de vue, est-ce que les impacts environnementaux positifs liés à la récupération de biomasse ne se trouvent pas contrebalancés par l'impact du transport de ces produits-là vers l'Europe? Donc, qu'est-ce que ça t'inspire, ça, comme réflexion quand on met tout ça dans une perspective encore plus large Ouais. que celle de la production? Oui, merci beaucoup. C'est Mélanie, je crois, qui a posé la question, là. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment pertinent comme question. À mon sens, à moi, c'est ça, à mon sens, à moi, en fait, puis là, il y a eu la levée aussi de la consommation locale, là, avec, par exemple, la pandémie de la COVID. C'est la même histoire avec les produits du bois. Donc, plus qu'on va consommer local, moins qu'on a de risques d'avoir d'autres effets sur la pollution là. J'ai regardé aussi, plus l'aspect carbone, mais aussi d'autres types de pollution qu'il faut prendre en ligne de compte. Moi, dans mes travaux, je le fais pas parce que c'est quelque chose de très complexe. C'est pas nécessairement ma question de recherche, mais est-ce qu'on peut dire que c'est annulé? Est-ce que le compte est vraiment à zéro? Là, on tombe dans une autre question aussi. Puis c'est qui bénéficie aussi parce que tout ça, ça rentre aussi dans le calcul carbone de chaque pays, là, des émissions de carbone. Donc, si on exporte nos granules, on dit que oui, dans la Terre entière, ça nous permet de substituer des énergies fossiles, mais est-ce que ça les substitue vraiment? Est-ce qu'on est dans un contexte de décroissance ou est-ce qu'on fait juste rajouter des énergies dans l'équation? C'est aussi une question à se poser. Puis, ce carbone-là, si ça sert vraiment à la substitution, est-ce que c'est rentré dans notre calcul à nous ou dans le calcul en Europe aussi? Donc, c'est vraiment tout un monde au complet, mais je pense que c'est vraiment une belle piste de réflexion. Je pense qu'on aurait tout intérêt à développer nos marchés, notre consommation ici et aussi d'autres filières là, que les granules également, tout dépendant des besoins. Mais juste une petite parenthèse, pourquoi nous, on exporte beaucoup aussi, c'est qu'il faut dire qu'on fait tout le temps la compétition avec d'autres sortes d'énergie. Ici, on a la chance d'avoir de l'hydroélectricité qui est assez abordable et qui est déjà une énergie verte. Donc, c'est aussi pour ça qu'on exporte beaucoup, ce qui n'est pas nécessairement le cas en Europe. OK. Merci, super intéressant. J'ai une autre question ici de Aurore Lucas qui nous parle aussi de carbone, mais qui s'intéresse cette fois-ci au compartiment sol, donc la remise en production, mais aussi les opérations de récolte de biomasse forestière, évidemment. Donc, les opérations, le transport, perturbation du sol ont des impacts sur le carbone. Est-ce qu'on sait des choses sur les effets de la récolte de biomasse forestière puis des opérations de remise en production sur le stock de carbone dans le sol, mais aussi sa question fait référence à la biodiversité. Donc ça, tu y as répondu un petit peu disant qu'il y a encore des connaissances à développer, mais si on s'intéresse au stock de carbone dans le sol.
Oui, c'est une question super pertinente et j'ai envie de vous inviter justement à suivre la page de Facebook là, de Team Carbone. C'est le laboratoire de recherche dans lequel j'évolue à l'Université Laval. On a plusieurs personnes qui travaillent sur la question carbone, dont une autre étudiante qui s'appelle Véronique Rouleau, qui elle s'intéresse spécifiquement au carbone dans les sols. Mais oui, effectivement, la préparation de terrain, moi, bon, c'est pas ce que j'étudie présentement. J'ai un petit peu de connaissances là-dessus. Il y a d'autres étudiants qui l'étudient, dont une autre étudiante, je ne me rappelle plus particulièrement de son nom, mais à l'UQAT. Oui, effectivement, plus qu'on vient perturber le sol, plus qu'il y a des risques justement de venir, surtout pour l'humus forestier, là, de venir brasser cet humus-là, voire parfois un petit peu la brasser, l'exposer aussi à la température ambiante, ce qui fait en sorte que ça augmente la température et donc le taux de décomposition aussi là, de cette matière organique-là au sol. Donc, oui, ces activités-là peuvent avoir un impact. Ce qui serait pertinent dans le futur, c'est de voir, si on considère ça, si on fait des économies en préparation de terrain, bien, est-ce qu'on fait des économies un petit peu plus carbone aussi en préparation de terrain en allant récolter la biomasse forestière? Ça, c'est une idée lancée, mais oui, c'est pertinent là, de penser aussi à tout ce cycle-là. OK, merci beaucoup. Ici, j'ai une question. Je n'ai pas le nom de la personne là, qui la pose, là, mais cette personne s'intéresse à l'idée que la récolte de bois perturbe la forêt et puis peut créer des conditions favorables à l'établissement d'espèces envahissantes. On peut penser à des espèces exotiques envahissantes, mais aussi des espèces indigènes qui rapidement s'installent sur les sites perturbés. Est-ce que tu peux nous parler des mesures possibles ou qui sont en place pour empêcher la propagation et l'établissement de ces espèces-là? Et ici, la personne fait référence à des projets comme Work Clean Go, que moi je ne connais pas personnellement, où les machineries sont nettoyées, inspectées pour des graines, etc., pour éviter, j'imagine, là, d'importer d'autres espèces à partir d'autres sites. Oui, en fait, c'est super pertinent. Merci aussi d'avoir mis la référence. Là. Moi, ça m'instruit aussi en même temps. Très contente. Donc, pour gérer ces espèces compétitrices-là, pour l'instant, si je parle plus à l'échelle des forêts québécoises, là, jadis, il y avait les phytocides, dont le glyphosate, mais maintenant, en fait, excusez, c'est un herbicide, là, mais maintenant, au Québec, c'est interdit. Je crois que ça a été un combat là, de toute la population québécoise, donc on ne reviendra pas là-dessus. Maintenant, ce qu'on fait pour contrôler un peu plus ça, c'est plus du débroussaillage, en fait, là, des opérations mécaniques. C'est des personnes qui vont avec des débroussailleuses à la main là, tasser cette végétation compétitrice-là. Donc ça, nous, c'est une mesure qu'on fait pour gérer la compétition, mais sinon, présentement, là, comme je vous parlais, moi, en tout cas, je crois que la gestion des débris ligneux pourrait aussi jouer un rôle à cet effet-là, là, pour éviter notamment la compétition en espèces indigènes. Pour ce qui est des espèces exotiques, c'est sûr que le nettoyage des machines, c'est une excellente idée. Par contre, présentement, je ne crois pas que c'est super appliqué à la grande échelle, mais je pense que ça pourrait être vraiment une belle idée là, à apporter. OK. Oui, c'est intéressant. Moi, je ne connaissais pas ce terme-là, mais je comprends que c'est un peu quand les gens se promènent avec leur bateau d'un lac à l'autre et qui doivent passer par des stations de nettoyage pour éviter d'importer, par exemple, la moule zébrée ou d'autres espèces. Et maintenant, j'ai peut-être une dernière question. C'est une grande question, mais qui va nécessiter une réponse très courte, quelques secondes à peine, Claudie Maud. Donc, Flavie Ferrer qui nous dit que pour l'heure, tu as mentionné que ce bois-là ne rapporte pas nécessairement ni à l'État ni à l'industrie, mais est-ce que les autres utilisateurs de la forêt, la population, les habitants, les Premières Nations sont inclus dans les discussions qui concernent l'augmentation de l'intensité de récolte sur les sites forestiers? Donc, c'est une grande question là, sur la consultation, peut-être en 15-20 secondes maximum. C'est ça, j'essaie de réfléchir vite aussi. Là. Donc, oui, c'est vraiment une excellente question aussi. Là. Vous avez vraiment de bonnes questions. Présentement, dans les réflexions, oui, il y a des consultations publiques qui se font aussi en amont, souvent des planifications. Bon, ça, c'est pas trop mon domaine non plus. Je vous invite à participer au panel. Là. Il y a des gens plus qui travaillent l'aspect social là, qui vont être là justement pour parler de ces aspects-là. Mais pour l'instant, moi, ce que je sais, c'est que cette matière-là, qui, je disais, ne rapporte rien ou presque, si je peux dire, là, à l'État ni à l'industrie. Souvent, c'est des bois. Des fois, il va y avoir des ententes pour que les gens puissent aller faire le bois de chauffage quand même avec cette ressource-là. Donc, vu que le bois est déjà bûché, les gens sont autorisés à aller en forêt pour ramasser les bûches.
Parfait. Un grand merci. Pas parfait. Donc, merci beaucoup, Claudie, pour ta présentation, ta réponse aux questions. Alors, je vous informe qu'on prend une pause d'une quinzaine de minutes et le programme reprend à 10h45. Donc, merci pour votre attention et on se reparle dans 15 minutes. Merci.